Corinne Lalo est une journaliste d'investigation et grand reporter spécialisé dans les questions de santé et d'environnement. Elle a travaillé pendant plus de 30 ans à la télévision, notamment sur France 3, TV5, TF1. J'espère que j'ai les bonnes informations. Elle a couvert des affaires majeures comme le sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, la grippe H1N1 et plusieurs autres sujets. Elle est également auteure et co-auteur de plusieurs ouvrages, dont le livre noir du médicament et se soigner sans médicaments de A à Z. Aujourd'hui, elle est journaliste indépendante et continue d'écrire pour divers médias. Elle a récemment publié le livre Choc, je l'appelle comme ça s'appelle Fausse pandémie, vrai mensonge. Ce livre est une enquête approfondie qui explore les 10 plus grands mensonges liés aux pandémies passées et présentes en mettant en lumière les mécanismes de manipulation et les vérités souvent occultées. C'est un privilège et un honneur de la recevoir. Corinne Lalo, bienvenue à Radio Unicité. Merci beaucoup et merci de m'inviter. C'est un honneur pour moi. J'espère que j'ai pas fait d'erreur dans la présentation puisqu'on fait connaissance ensemble. Merci de faire la lumière sur ce qui se passe dans le monde. On va plutôt s'attarder au dernier livre qui vient de paraître. Comme ça, nous avons vécu une fausse pandémie. Alors oui, c'est ce que j'explique actuellement. Et en fait, le sous-titre, ça s'appelle « Comment on vous trompe en 10 leçons ». Et effectivement, c'est une enquête et c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais comme je fais le tour de la question à la fois dans le détail, mais aussi en essayant de synthétiser et d'articuler les informations, j'espère arriver à donner un tableau complet de ce qu'on a vécu en fait depuis 2020, mais bien avant 2020 parce que tout a commencé bien avant 2020 et c'est ce que j'explique dans le livre, que tout a commencé bien avant 2020. Mais j'ai une question pour vous, Corinne. Puisque on parle en général de ces pandémies, nous on appelle ça des plandémies parce que ça a été prévu d'avance et ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas la première pandémie. Pourquoi les gens n'apprennent pas? Pourquoi les gens se font continuellement avoir d'une pandémie à l'autre? Oui, et ben écoutez, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que en fait, moi j'avais déjà couvert une première fausse pandémie qui était la pandémie de grippe H1N1 2009-2010. Donc j'avais fait un reportage, j'étais à TF1 à l'époque, donc j'avais fait un reportage sur les mensonges de l'OMS où on expliquait déjà quels étaient ces mensonges de l'OMS, à savoir que l'OMS exagérait. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Donc, que cette organisation exagérait la gravité des épidémies, que cette organisation avait changé la définition du mot pandémie de façon à en enlever le caractère grave ou gravité, de façon à pouvoir déclarer des pandémies à tout bout de champ. Et en plus de ça, dès 2009, donc lors de cette fausse pandémie H1N1, l'OMS avait également tout fait pour inquiéter inutilement les populations, avec la complicité des médias. Et ce qui s'est passé en 2009-2010, c'est que, comme on a vu que en tout cas en France, les Français, ils n'ont pas marché dans la combine, ils n'ont pas eu peur, et donc ils ne sont pas allés se faire vacciner. Et en France, il n'y a pas eu plus de 6% de vaccinés en 2009-2010 contre la grippe porcine. Donc, ce qui était rien comparé à ce qui s'est passé avec le Covid, où avec le Covid, on est à plus de 80%. Partout, hein, autant en France qu'ici au Canada. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, ça n'a pas fonctionné, leur plan, en 2009. Ils se sont repris. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi les gens ont changé d'avis s'ils ne se sont pas fait injecter en 2009. Pourquoi ils ont couru en 2020-2021? Est-ce que c'est la peur qui a gagné? Alors, écoutez... On peut comprendre plusieurs choses et ça s'explique. En fait, je l'explique dans le livre et c'est compréhensible d'une certaine façon.
c'est que quand il y a eu la fausse pandémie 2009-2010, la fausse pandémie H1N1, il y a eu une instance internationale qui est le Conseil de l'Europe, qui est une assemblée parlementaire. Et le Conseil de l'Europe a mis en accusation l'OMS en 2010 en faisant un rapport. Et j'explique le rapport qui a été enterré, ce rapport qui s'appelle le rapport Flynn. Donc, je le ressuscite de façon à ce que tout le monde sache ce qui est écrit dans ce rapport. Et donc, le Conseil de l'Europe a mis en accusation l'OMS en disant qu'elle faisait une fausse pandémie, qu'elle aggravait la situation, qu'en plus de ça, elle était perclue de conflits d'intérêts, étant donné que les intérêts privés s'étaient emparés donc de la bureaucratie et même des instances dirigeantes de l'OMS, et qu'ils avaient fait peur inutilement à la population, et que par conséquent, il fallait que tout ça change. Bon, or, qu'est-ce qui s'est passé ? L'OMS s'est auto-blanchie de ces accusations. Elle a dit non, tout va très bien, mais on a eu de la chance parce que le virus était bénin. Bon, le virus de la grippe H1N1. Bon. Donc, ils ont pris quand même ce rapport Flynn, et puis, en fait, ils se sont dit qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui pourrait marcher la prochaine fois. Et donc, ils ont enterré ce rapport, ils l'ont mis dans des tiroirs. C'est pour ça que, après, tout le monde s'empresse d'oublier. Sauf que moi, j'avais traité cette affaire-là en 2009-2010, que j'avais remonté jusqu'en 2003 pour voir qu'il y avait eu une première tentative avec le SARS, ce qu'on appelait le SARS ou SRAS, qui était un syndrome plutôt respiratoire qui était parti de Hong Kong. Mm-hmm. Et donc moi, je me souvenais de ça. Et comme j'avais un peu creusé l'affaire, et que j'en parlais d'ailleurs dans mon livre, le livre noir du médicament, qui est sorti en 2011, vous voyez, un an après, j'expliquais comment cette fausse pandémie avait été mise en œuvre. Bon. Et c'est donc pas moi qui parlais de fausse pandémie, puisque le rapport Flynn, qui est un rapport officiel du Conseil de l'Europe, c'est eux qui le disaient. Et je me suis dit que certainement, ça allait pas en rester là et que tôt ou tard, ils allaient recommencer. Et effectivement, donc pour TF1, on a quand même réussi à diffuser un reportage aux 20h de TF1, qui est quand même le journal le plus regardé d'Europe. Vous voyez, dans lequel je dénonçais ces mensonges de l'OMS. Et déjà, donc tout le monde l'a vu, mais bon, à l'époque, tout le monde voit le reportage, mais après, ils oublient. Et puis, ils passent à autre chose, la vie continue. Sauf que quand en 2020, début janvier 2020, ils ont recommencé avec ce coronavirus de Wuhan, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que là, on va assister à une nouvelle tentative. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et alors, pourquoi personne s'en est souvenu et pourquoi ça a marché cette fois-ci et pas avant ? Quand il y a eu la tentative de la grippe porcine, nous on a appelé ça la grippe porcine ou H1N1, en France, il y a également eu un rapport du Sénat qui était très bien fait et qui a mis en accusation le gouvernement en disant, en gros, vous avez un peu inventé une pandémie, et à force de vouloir préparer une pandémie ou se préparer à une pandémie, est-ce que vous n'avez pas finalement espéré une pandémie ? Et donc, le Sénat avait fait des auditions et ils ont fait un rapport qui est remarquable. Et ils ont auditionné la ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Roselyne Bachelot, qui avait commandé pour 1 milliard d'euros de vaccins, et elle a été obligée de mettre 90% de ces vaccins à la poubelle. Donc, ça a été une pure perte. C'est exactement ce qui s'est quand même repassé. Ça a recommencé, ça encore, avec le Covid. Bon. Et alors, ils demandaient, les sénateurs, les parlementaires demandaient à Roselyne Bachelot, mais enfin, vous n'avez pas quand même quelques regrets dans cette façon que vous avez eu de gérer la crise ? Et Roselyne Bachelot dit oui, après tout, oui, j'ai quand même 2 regrets. Écoutez, le premier regret, c'est que les Français n'ont pas eu assez peur. Oh. Voilà. Ils n'ont pas eu assez peur et ils ne sont pas allés se faire vacciner parce qu'ils n'avaient pas assez peur.
C'est l'instrument de mise pour organiser ces fameuses pandémies. C'est la peur. C'est premièrement d'instaurer la peur via les médias, donc énormément de propagande et de semer le chaos. Ici, on a semé la division aussi dans les familles, dans les amis. Et je pense que c'est ce qui a c'est ce qui les a fait gagner. Parce que vous avez mentionné tantôt que les gens oublient. Et ça, ben, c'est vrai aussi parce que ici, à la télévision canadienne, on a eu aussi des journalistes qui ont soulevé la supercherie de la H1N1. On a même des extraits qui surviennent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et à écouter ces extraits qui datent quand même de cette époque-là, on se demande ben, pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux, parce que c'est la même chose qui se reproduit. Donc, c'est vrai ce que vous dites, les gens ont oublié. Bien Et sûr. je pense que la peur s'est accentuée parce que eux, ils se sont dit, bon, ça n'a pas marché, donc il faut revenir en force. Et c'est là qu'ils ont misé sur la peur. La peur, ça marche à tout coup, on l'a À la fois, constaté. ça marche bien. Hein. Et Madame Bachelot a dit, j'ai un deuxième regret. Et donc, ah oui, lequel? Eh bien, nous n'avons pas assez verrouillé Internet. Ah, les fausses informations qui circulent, hein, bien sûr. À l'époque, voilà. Donc, ils ont estimé que, en fait, comme les gens n'ont pas eu assez peur et que la presse n'a pas assez fait peur, eh bien, il y a eu des informations qui ont commencé à circuler sur Internet en 2009-2010. C'était pas encore la grande époque des réseaux sociaux comme on a maintenant, hein, Ouais. mais pour eux, c'était déjà trop. Donc ils ont dit, oulala, la prochaine fois, il faudra qu'on verrouille Internet un peu plus. Et Avez-vous été, c'est ce qui s'est passé, avez-vous été victime, vous, Corinne Lalo, de censure, de réprimande? Est-ce qu'on vous a menacé? Alors, moi, si vous voulez, j'ai fait l'expérience de la censure sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ils se sont développés énormément depuis 2009-2010, hein, parce qu'avant, c'était Internet, on échangeait plutôt par des courriels, alors qu'en 10 ans, quoi, entre 2009 et 2019, ce qui a vraiment tout changé, c'est l'apparition des réseaux sociaux. Bon, avec Twitter à l'époque, qui est devenu X, et Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est que ces réseaux sociaux ont été verrouillés d'une façon intense. Donc, on le sait maintenant. Même Facebook, Zuckerberg a fini par reconnaître, depuis l'élection de Trump, qu'il allait arrêter de censurer tout le monde, ce qui est quand même un comble. Parce que quand le Covid est arrivé, il avait des Zooms, il avait des visioconférences avec le monsieur Covid de la Maison-Blanche qui est Anthony Fauci. Ils avaient des Zooms où ils disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et en gros pour empêcher l'information de circuler, vous voyez, chez les citoyens. Donc Zuckerberg a censuré, Twitter a censuré un maximum, et on a vu qu'en plus Twitter était complètement infiltré par des agents du FBI. C'est avant l'arrivée d'Elon Musk, hein? Avant l'arrivée d'Elon Musk. Bon, quand Elon Musk est arrivé, il a dit bon ben on va arrêter de censurer et on va faire ce qu'on a appelé les Twitter Files. Donc on va donner quelques informations sur la façon dont c'était censuré. Donc il a donné quelques informations, mais il n'a pas tout donné. Hein. Faut pas non plus rêver, parce que quand il est arrivé, il a dit je vais tout donner, et moi j'attendais essentiellement qu'il donne les informations concernant Anthony Fauci. Moi j'attendais les Fauci Files. On les a jamais eus. Non, c'est vrai. On les a jamais eus. Moi je les attends toujours. Hein. Quand on me promet quelque chose, j'attends. Eh bien, on le sait toujours pas. Donc,
Pensez-vous qu'il y a des bâtons dans les roues? Pensez-vous que ça part d'une bonne intention de vouloir dévoiler ces dossiers-là, mais que à l'interne, il y a des menaces, il y a du chantage, c'est extrêmement difficile de vouloir dévoiler la vérité quand il y a des vies en jeu, comme toutes sortes de choses, là. Oui, ou alors qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire semblant de révéler certaines choses, mais pas tout quand même. Un Hmm. peu, mais pas tout. C'est Voilà. possible Il faut aussi. toujours se poser la question. Moi, j'affirme rien, hein, mais je me pose la question. Pareil pour les archives qui ont été dévoilées sur l'assassinat de Kennedy. Je suis désolée, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Il n'y a rien Et de encore, nouveau. ah, on est d'accord. Hmm. Mais en tout cas, il y a 1000 pages, mais quand vous cherchez dedans, et j'ai pas parcouru les 1000 pages, j'ai pas eu le temps. Hein, mais de ce qui est sorti sur Internet, franchement, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est bien qu'il y a des archives qui ne sont pas sorties. Donc, ils font croire qu'ils ont sorti toutes les archives, alors que pas du tout. Pas du tout. Et donc, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que, oui, moi, j'ai été victime. Par exemple, je vais vous dire, avant 2019, ça a commencé bien avant. Quand j'ai fait des reportages pour des sites internet sur la santé, et en particulier sur les vaccins. Et en France, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a passé le nombre de vaccins obligatoires pour les bébés à la naissance, dans les premiers mois de la naissance, de 3 à 11 vaccins obligatoires d'un coup. Voilà. Et alors qu'il n'en avait pas du tout parlé pendant toute sa campagne électorale, mais dès qu'il a été au pouvoir, boum, c'est tombé du premier coup. Bon. Et qui s'est occupé de faire passer ça au Parlement? Donc la ministre de la Santé de l'époque, qui était Madame Buzyn, et le député de l'époque qui dirigeait la commission parlementaire de l'époque pour faire passer cette obligation vaccinale, qui était Monsieur Véran, qui est devenu par la suite donc notre ministre de la Santé, qui s'est illustré par les plus grosses bêtises qu'on ait jamais faites de mémoire de santé publique. Donc ce monsieur a été remercié. Pourquoi? Parce que il avait permis de rendre obligatoire des vaccins pour les nourrissons. Et donc, moi, j'avais écrit à l'époque là-dessus, on avait écrit, j'étais sur un réseau social, et à un moment donné, il y avait un article qui a disparu, qui a été censuré. Et puis, on a cherché à savoir pourquoi, comment ça se faisait. Il avait disparu de Facebook, il avait disparu de partout, et on ne comprenait pas pourquoi. Et on a remonté la piste pour savoir pourquoi. Et c'est là qu'on a découvert l'existence d'un organisme qui s'appelait Pointer, qui était financé par Facebook et auquel adhéraient toutes sortes de médias dominants officiels, dont l'AFP, Le Monde et tutti quanti, et que ces gens-là se mettaient en équipe, et dès que quelqu'un signalait un article selon eux problématique, ils le faisaient remonter à la direction de Pointer, et ensuite ça redescendait en pluie et en ruissellement sur tous les médias officiels qui avaient adhéré à ce système, qui est un cartel, quoi, en gros, hein, exactement. Et donc, à ce moment-là, tous les autres médias censuraient votre article. Et nous, quand on a commencé à remonter, on s'est aperçu que ceux qui nous avaient censurés, eh bien, finalement, c'est ceux qui avaient commencé à nous signaler, d'ailleurs, c'était Radio France. Alors on dit, mais pourquoi Radio France va commencer? Alors c'était le début des fact-checkers. Madame Lalo, est-ce que en France, vos médias sont subventionnés aussi comme au Canada? Oui, il y a une grosse partie des médias qui sont subventionnés, d'une façon qui est assez opaque d'ailleurs, parce qu'il y en a qui reçoivent énormément d'argent. C'est pas toujours très clair. Il y a certains médias privés qui ne sont pas subventionnés, qui vivent de la publicité, mais beaucoup vivent de l'argent du contribuable. Donc, c'est corrompu aussi. Exactement. Et on s'est aperçu avec cette affaire Covid
que ces médias, comme Le Monde, comme l'AFP, reçoivent également de l'argent de Bill Gates, ce qui est quand même un comble, et également de l'argent du gouvernement américain et même de la CIA via une agence qui s'appelle USAID, qui est l'agence d'aide au développement américaine, qui a été suspendue par Donald Trump. Alors, votre livre s'adresse à vraiment tout le monde, là, d'un pays à l'autre. C'est le même principe, que ce soit le Canada, les États-Unis, la France, c'est la même chose. Ils se tiennent tous au sommet et ils œuvrent partout. Donc, si on lit votre livre, ça s'applique pour tout le monde. Oui. Et pour terminer l'histoire de cette censure dont j'ai été victime par Pointer, qui est en fait Facebook, finalement, donc on s'est pas laissé faire et on a dit, mais qu'est-ce que vous reprochez à cet article ? Il est parfaitement sourcé, tout est exact. Eh ben, ils ont regardé, ils ont rien pu trouver. Et donc, ils ont dit, ah bah oui, excusez-nous, c'était une erreur technique. Ah, oui, c'est facile, ça. C'est facile à dire. Eh bien, une chance que vous pouvez vous exprimer toujours. Je trouve que vous faites un travail journalistique extraordinaire. Vous faites aussi des conférences, des débats sur les enjeux de la santé publique et aussi la transparence des médias. Je vous invite à vous procurer ce nouveau livre-là, Fausse pandémie, vrai mensonge. J'espère qu'il est disponible pour le Canada aussi. On est diffusé dans 120 pays à travers le monde. C'est ça la magie de la web radio. Alors, j'espère que tout le monde peut se le procurer mondialement. J'espère. Je vous remercie d'ailleurs de m'inviter. Merci infiniment, Corinne. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Je vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Au revoir.